Merci beaucoup Yves. Rassurez-vous, quand il dit le phare, ça s'écrit F-A-R-D, c'est parce qu'on est toujours maquillé. C'était pas du tout pour éclairer l'avenir. Enfin, on va essayer quand même de jeter quelques lueurs. Il y a des lueurs positives parce que j'ai cru comprendre que ce matin, vous aviez eu droit à un exposé terminal un tout petit peu noir, un tout petit peu sombre. Et moi, je ne suis pas du tout sur cette tonalité-là. Je pense que les professions libérales ont de l'avenir. Je pense même que les professions libérales, le libéral, c'est l'avenir. Et pas seulement l'avenir pour les agents d'assurance qui vont devoir indemniser des vitrines brisées dans quelques heures. Je pense que pour toutes les branches de votre union, il y a un bel avenir. Avenir d'abord parce que vous êtes le lieu où va se passer l'innovation, ou du moins où les innovations vont apporter le plus de ruptures. Et c'est bien les ruptures dans la vie, c'est bien les ruptures dans la vie économique, c'est ça qui permet de faire des sauts et de réinventer son propre métier. Un jour, Louis XIV en a eu assez d'acheter des miroirs à Venise, qu'on avait le monopole. Alors il a demandé à Colbert de lui fabriquer des miroirs français. Alors Colbert a cherché un endroit où il y avait tout ce qu'il fallait pour faire des miroirs, c'est-à-dire du sable, de l'eau, de la force pour entraîner tout cela. Et il a trouvé un petit village dont il s'est dit, bon, ça va peut-être pas le faire, mais on va proposer ça au roi quand même. Et ce petit village s'appelait Saint-Gobain. Donc vous voyez, les innovations ont parfois un bel avenir. Mais à l'époque, il fallait non seulement de l'eau, du sable, il fallait donc un lieu, de la matière première, et il fallait de la main-d'œuvre. Il fallait concentrer tout ça, il fallait rassembler tout cela dans le même endroit. Ça a été pareil après pour l'âge industriel, la sidérurgie en étant le plus bel exemple. Ensuite, on a pu s'arracher un peu à la matière première et quand on a voulu bâtir des centres d'aéronautique, on a pu mettre ça un peu où on voulait, pourvu qu'il y ait les compétences, quand même de la place et puis un petit peu d'énergie. Mais l'essentiel, c'était de concentrer cela. Je pense vraiment qu'après l'âge industriel s'ouvre l'âge du tertiaire, l'âge du serviciel, et que l'âge du serviciel, c'est la déconcentration. C'est la liberté d'installation, c'est le fait de ne plus être dépendant d'un lieu parce que s'y trouvent des matières premières, une main-d'œuvre et du capital. Mais c'est que de n'importe où, on puisse apporter le service qui aura sa valeur. L'incarnation de cela, bien sûr, à travers les nouvelles technologies, c'est le télétravail. C'est la capacité de fournir un service en étant très loin du consommateur et éventuellement du payeur. Ça sera la révolution des professions de santé avec la télémédecine, ça sera la révolution de toutes vos professions, ou presque, avec le télétravail. Si vous croisez le numérique avec les drones pour livrer et un jour l'imprimante 3D pour fabriquer à domicile, beaucoup de vos professions pourront embrasser cette ère de la déconcentration. Je suis partout, je suis où je veux et ça n'a pas d'importance ni pour le client ni pour le fournisseur. La rupture, c'est aussi le défi des ruptures technologiques. Vous devez être à la hauteur de ce défi. Vous devez être même les acteurs de ce défi, en demander toujours plus. Si vous voulez être les rois de cette ère de la déconcentration, du serviciel, bien entendu, le réseau 5G, et un jour 6G, 7G, etc., est un enjeu fondamental. Derrière la technologie, il faut que le droit suive. Par exemple, quand vous êtes patron de presse et qu'on vous met en examen pour diffamation, ce qui est automatique et ce qui arrive assez souvent, vous devez aller physiquement au palais de justice, perdre 2 heures pour passer 3 minutes et signer un papier. L'avenir, c'est évidemment de pouvoir avoir un maximum d'actes officiels, publics ou privés, sans se déplacer. Donc tout le droit du virtuel, tout le droit de l'électronique, ça sera un défi formidable pour vous. Vous avez déjà fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Par ailleurs, il n'y a pas que le droit et le télétravail pour faire des choses, pour avoir une activité économique. Il y a ce qui se passera si ça ne se passe pas bien. Comment, en termes de litiges, de conflits, d'assurance, faire en sorte que tout cela soit à la hauteur des défis technologiques, automatisés, décentralisés, déconcentrés. Très beau défi pour vous qu'être à la hauteur de ces révolutions technologiques. Vous êtes l'avenir aussi parce que si l'on peut faire tout cela, déconcentrer, virtualiser, c'est parce qu'on va assister, on assiste déjà, à une mutation fondamentale qui est la mutation du salariat. Le salariat, ça a été pendant très longtemps lié à la concentration de la main-d'œuvre dans un même lieu. Ça a été un combat pour des droits, ça a été un combat pour l'égalité. Demain, le salariat, c'est-à-dire simplement gagner sa vie, tirer un revenu, ça deviendra le combat de la liberté. C'est-à-dire je veux travailler quand je veux, comme je veux, et dans mon contrat, dans mon offre, ça me permet d'avoir mon gagne-pain, mon revenu, d'avoir, quelle que soit sa forme, ce qu'on appelle un salaire. Et ça va être très important. Liberté substituée à égalité dans ce rapport au revenu. Attention, parce que trop de liberté, sauvage, la jungle, ça donne des inégalités insupportables et de l'injustice. Trop d'uniformité, trop de focalisation sur l'égalité, ça donne l'uniformité, ça tire vers le bas. Victor Hugo disait en 1836 «
En général, en France, on abandonne trop volontiers la liberté qui est la réalité pour courir après l'égalité qui est la chimère. C'est assez la manie française de lâcher le corps pour l'ombre. Il écrivait ça à sa femme en 1836, c'est-à-dire 100 ans pile avant le Front populaire, qui a été un grand moment de revendication salariale d'égalité. Et je pense que ce centenaire, 1836-1936, fait sens, puisqu'on voit qu'en un siècle, la dualité égalité-liberté restait problématique dans notre pays. L'avenir, ce n'est pas seulement vous, parce que dans cette mutation du salariat, ou plutôt du revenu, de la manière de gagner sa vie, la profession libérale va devenir majeure, elle va devenir inventive. C'est aussi vous, l'avenir, parce que la philosophie du travail change. Encore une fois, on va vouloir être maître de son temps de travail, de son lieu de travail, de son rapport au stress au travail, de son allocation du temps entre le travail et la vie privée, entre la manière dont le travail vient dans votre vie privée ou n'y vient pas. Et ça, je pense que l'indépendance, donc exercer une profession libérale, c'est une chance. Vous êtes une avant-garde de ce côté-là et que de plus en plus de salariés vont exiger d'avoir la vie des professions libérales, même s'ils n'en ont pas le statut. Le travail va à ce moment-là redevenir une valeur fondamentale. Là, je vais vous citer un autre philosophe du libéralisme, puisque si vous êtes profession libérale, ce n'est pas seulement parce que vous avez une envie de liberté, c'est parce que vous professez les vertus du libéralisme tocquevillien. Je vais citer celui qui aurait pu être le père ou le grand-père de Tocqueville, qui était John Locke. Locke, quand il défendait le libéralisme, et il a été un grand libéral, disait « Certainement, c'est le travail qui met différents prix aux choses ». C'est-à-dire qu'avant la révolution industrielle, il mettait le travail et non le capital au cœur de la valeur des choses et de leur prix. Nous allons revenir à un âge tertiaire, à un âge serviciel où le travail, c'est-à-dire le talent et l'effort des hommes et des femmes, vont redevenir primordiaux par rapport au capital. Il disait ça en 1689, c'est 100 ans pile avant 1789, 1689-1789. Moi aussi, je trouve que c'est un siècle qui fait sens, un peu comme pour Victor Hugo, entre les deux dates. Face à ces défis, vous avez un certain nombre de responsabilités. Je surveille l'heure parce que Yves, qui travaille dans un journal qui n'est pas vraiment libéral, mais très étatiste, veut absolument régler... Enfin, moins libéral que l'Express. Je me sens un peu perdu, là. Vos défis sont importants, mais vos responsabilités sont grandes pour les relever. Votre première responsabilité, c'est la responsabilité de la modernité. Alors la modernité, c'est facile de dire oui et de l'embrasser quand il s'agit d'innovation technologique. Mais quand il s'agit de dérégulation... Là, je sens que ça vous fait peur. On vous promet une deuxième vague de dérégulation et je sais qu'il y a des débats un peu vifs. N'ayez pas peur de la dérégulation. Faites la vôtre. Emparez-vous de la dérégulation. Parce que tous ceux qui résistent à la dérégulation, qui sont conservateurs, qui essayent quelque part de garder une part de rente dans le fonctionnement des choses, ils finissent par être emportés. S'ils ne le sont pas par le droit, parce qu'ils ont gagné une victoire politique ou une négociation sociale, ils le seront par la technologie. Regardez la formidable profession des chauffeurs de taxi qui a réussi à résister à la dérégulation par son rapport de force avec les pouvoirs publics pendant des décennies et qui a été balayé en quelques mois par Uber. Pas balayé, révolutionné. Et enfin, ils se sont remis en question avec beaucoup de courage et beaucoup d'idées. Soyez les dérégulateurs de votre monde. Sinon, vous serez vaincus par quelque chose qui est plus fort que la dérégulation, qui est ce qu'on appelle le disruptif. Quelqu'un qui arrive non pas avec une amélioration du système, mais avec un autre système, concurrent, parallèle, un univers parallèle, et comme par hasard, les consommateurs préfèrent. Et là, c'est un vrai défi pour vous que d'embrasser la modernité à travers la dérégulation. Votre responsabilité est aussi territoriale. Toute cette liberté, le télétravail, l'installation, la liberté, choisir mon lieu, choisir mon temps pour créer de la richesse, ça vous donne une responsabilité par rapport au territoire. Responsabilité qui est une chance. La qualité de vie, l'équilibre de vie, réhabiter un pays, c'est aussi une chance pour développer des activités économiques, revitaliser le rural, rééquilibrer le urbain qui est souvent un dortoir. Je pense que ça passera aussi par le triomphe des professions libérales et de l'âge serviciel sur l'âge industriel. Industrie qui concerne tous les métiers. Regardez les journalistes aujourd'hui qui, dans la plupart des journaux de presse écrite, font 1 heure de RER comme tout le monde pour venir s'asseoir derrière un ordinateur, ils ont le même chez eux. On se demande un peu pourquoi tant de métiers continuent à concentrer des gens derrière des écrans et il y a les mêmes chez eux. On se demande un peu pourquoi. Responsabilité aussi par rapport à la solidarité, c'est peut-être la plus importante. Non seulement cotiser qui et pourquoi, qu'on ne change pas seulement les étiquettes sur les régimes sociaux, mais qu'on en change le fondement. Vous devez être bien sûr des acteurs de cette révolution. Mais il faut aller plus loin. Si on révolutionne le système social, le modèle social, il va falloir qu'on redéfinisse 2 choses. Qu'est-ce que
l'activité, le travail. Quand est-ce que je travaille et quand est-ce que je ne travaille pas? Quand je suis sous ma douche ou en train de faire du vélo et que j'ai une idée géniale, je travaille mieux et je crée plus de richesse que quand je bâtonne des notes devant un ordinateur en bâillant. Donc où est l'activité? Où est le travail? Qu'est-ce que c'est? Et du coup, quelle définition donner à la société, l'entreprise? Où en est le cadre? Tout ça, va falloir le réinventer à l'aune des ruptures et des révolutions que j'ai décrites plus haut. Et ça, vous pourrez le faire parce que vous serez dans les échelons les plus mobiles, vous serez dans l'échelon atomique de cette révolution-là. Ça vous donnera évidemment, si vous révolutionnez le modèle social, une responsabilité pour révolutionner le paritarisme et comment tous les acteurs sociaux vont devoir se parler. Et donc, révolutionnant le paritarisme, révolutionner, être les acteurs de la nouvelle relation à l'État. Là, j'ai trouvé un texte, une citation de Benjamin Constant, là encore, un grand penseur libéral. C'est en 1767, c'est 200 ans avant l'adoption de la pilule, mais là, j'ai trouvé aucun rapport entre les deux dates, donc je ne peux pas... Enfin, c'était en 1767 quand même. La liberté des anciens se composait de la participation active et constante au pouvoir collectif. Notre liberté à nous doit se composer de la jouissance paisible de l'indépendance. Il s'ensuit que nous devons être bien plus attachés que les anciens à notre indépendance individuelle. La philosophie du libéralisme, elle est là. C'est-à-dire que la pierre précieuse, le joyau, c'est l'indépendance totale. À partir de là, les rapports de force, les négociations, la relation avec l'État, les partenaires sociaux, le consommateur, le fournisseur, doit se faire de manière fluide pourvu qu'on ait garanti l'indépendance. Or, à construire des systèmes pyramidaux où toujours on a cherché à peser le plus possible dans un pouvoir collectif, on a en permanence mis en danger cette notion d'indépendance. La reconquête de l'indépendance, non pas comme droit professionnel ou juridique, mais comme philosophie politique et économique, pour moi, c'est le défi intellectuel de l'UNAPL et des professions libérales. Pardon Yves, j'ai dépassé un peu mon temps. Merci à vous. Merci Christophe pour ce brillant exposé.